D'autres parviennent à la grandeur. Yow nak, prési, c'est la grandeur qui s'est imposée en vous. Le président né après l'indépendance, ànd ak sunu jamono. Askan wi la wóolu, Sall jox la réew mi, waaye taxul benn yoon nga rëddu fi rëddu cuune. mag ni sa tur sa plan PSE bi sunu ko wàccu jàkkaarloog ndam jaxran. Ce qui vaut la peine n'est jamais facile. Si on veut changer le monde, c'est chez soi qu'on doit le faire. wéeruloo sa ileer benn yoon ci waaru Sénégal. Sa parcours confirme na sa compétence. Afrique, Amérique, Asie, Océanie, fépp ba Europe ñëpp d'accord nañu ne wiiri woo tëb palanteer si yoon nga ko teg. maire si sa gox, DG, ministre, premier ministre, président assemblée nationale ba président de la République du Sénégal. lii moo neex Yàlla. Égalité des chances ku doon laajte faali ngoya ngi nii. Seule la foi est capable de soulever une montagne et on sait que vous en êtes capable. Sall Ngari Lamtooro Buru Gédé am buuru Sénégal, né au Sénégal, grandi au Sénégal. Évident que vous êtes un vrai produit du terroir. kenn gënu laa xam góomi réew mi. Néewuloo yàcc na yasar. Votre cœur brûle de compassion et de courage voué à servir votre patrie. Mais dommage que ce cœur d'ici bas, tout le monde ne le voit pas du même œil. Lu nekk dinga ko dégg nag. Si par ma voix et celle de Madame Marième Faye Sall qui appelle à servir le Sénégal, nous pouvions vous amener à refuser le mensonge, le gâchis, la corruption et à œuvrer pour notre pays. Si nous pouvions être l'étincelle qui donnera envie de travailler dur et de trouver en nous la force nécessaire pour rendre sa fierté et sa gloire à la mère patrie, Sénégal, pays de la Teranga. Alors, sans doute, le pays sera émergent. Mané, tout Sénégalais peut être patriote, mesdames et messieurs. Mais tout patriote n'est pas destiné à diriger le Sénégal.
Parti de l'indépendance et du travail, PIT Sénégal, bureau politique au comité central. Camarades, je vous salue au nom du bureau politique avec chaleur et solennité. Chaleur en raison de ce que le PIT, par l'action combinée de ses militantes et militants, représente dans ce pays qui est le nôtre. Gravité au vu des circonstances du moment historique que nous vivons et de ses enjeux, mais aussi eu égard au temps qui passe. Ce temps agit sur nous et fait que nous parlons de certains d'entre nous, de plus en plus nombreux, avec une émotion particulière, car au passé. Le même temps fait aussi que nous avançons en âge, tombons malades et ne pouvons pas toujours avec le même allant et entrain, pour certains en tout cas, être à la tâche et sur le terrain comme naguère ce fut le cas. En prendre conscience, c'est nous imposer d'exigences, agir pour élargir nos rangs, faire de sorte que tous les camarades, en ayant les ressources physiques et intellectuelles, comprennent qu'ils ont à faire comme nos preux devanciers, comme ces aînés dont nous sommes si fiers. Camarades, notre séance du jour est consacrée à l'examen des décisions des 2 dernières plénières du comité central consacrées aux perspectives électorales pour les législatives de 2017 et la présidentielle de 2019. Pour mémoire, lors des instances des bureaux politiques et comités central des 14 et 15 janvier 2017, le PIT avait campé sa position sur la présidentielle notamment, ainsi qu'il suit. Le parti est donc interpellé pour décliner ses choix en perspective des législatives de 2017 et de la présidentielle de 2019. Il est face au choix de consolider son ancrage dans Benno Bokk Yakaar pour contribuer à relever les défis conjoncturels et mieux assurer sa contribution à la réalisation des changements encore à faire pour libérer notre pays et notre peuple, ou celui de tenter une autre alliance avec des forces à définir, compte tenu du positionnement déjà connu et analysé des autres forces politiques et de la société civile, dans l'opposition dont certaines sont en collision avec des mouvements religieux radicaux, ou encore de tenter d'y aller seul en comptant sur ses propres forces, dans l'espoir de pouvoir regagner sa place dans la nouvelle Assemblée nationale et celui de se positionner pour la présidentielle de 2019. Donc nous faisions face à ce choix. Pour opter le plus préjudiciement possible parmi ces 3 possibilités, il est nécessaire de partir des enjeux que comportent les législatives de 2017 et la présidentielle de 2019. Or, il ressort de notre analyse du bilan des politiques menées par Benno Bokk Yakaar, nonobstant ces contradictions internes et du contexte sous-régional et international, que les enjeux de ces échéances électorales sont de consolider les acquis démocratiques et la nature républicaine et laïque de notre État, de renforcer les tendances de recouvrement de notre souveraineté économique, de contribuer à la réalisation des objectifs économiques et politiques de la CEDEAO, de renforcer l'engagement de notre pays au maintien de la paix, de la sécurité dans le cadre des Nations Unies, de développer une coopération diversifiée, avantageuse pour nous, dans un respect mutuel,
avec tous les pays épris de paix. Au vu de ces enjeux, l'option de continuer à cheminer avec Benno Bokk Yakaar s'impose à notre parti si les conditions en sont réunies du côté de nos partenaires. Il convient donc de confier au secrétariat du parti la responsabilité de prendre toutes les dispositions nécessaires à la matérialisation de tels choix, dans l'intérêt du parti et du pays. C'est pour mettre en œuvre cette orientation que le parti est allé aux législatives dans le cadre de Benno Bokk Yakaar. L'exigence de cohérence impose, pour la présidentielle de 2019, de maintenir le cap avec le candidat désigné par Benno Bokk Yakaar, en l'occurrence le président Macky Sall, candidat à sa propre succession. Il importe cependant de relever que la matérialisation de cette orientation par nos présentes assises n'est pas seulement réductible à une conséquence de notre décision prise en janvier 2017. Elle découle aussi non seulement des nouveaux enjeux ayant fait jour depuis, mais également de l'examen objectif du bilan du président Macky Sall. Les nouveaux enjeux. Il s'agit d'enjeux se rapportant à des problèmes pétroliers et fonciers qui vont marquer tout le quinquennat à venir et retentir sur la stabilité et la sécurité de notre pays. Jusqu'ici, le président Macky Sall et son gouvernement ont su trouver l'approche nécessaire pour que le gaz ne soit pas un facteur d'aggravation des relations encore difficiles avec la Mauritanie du fait des problèmes d'accès de nos compatriotes aux ressources halieutiques de ce pays. De même que le pétrole n'a pas été un facteur de crise dans nos relations avec la Guinée-Bissau. En outre, le président Macky Sall a réussi à préserver jusqu'ici, en tout cas, notre pays des attaques djihadistes en démantelant des cellules qui avaient planifié des attaques au Sénégal. Ce qui n'est pas rien dans une sous-région baignant dans l'insécurité. Le président Sall est aussi parvenu à la stabilisation progressive de la situation en Casamance et en Gambie, ce qui nous vaut aujourd'hui la construction d'un pont pour désenclaver la Casamance, ce dont on ne mesure pas toujours suffisamment la portée. Autant d'acquis qu'il importe, durant le quinquennat à venir, de préserver pour conforter nos relations avec tous les pays voisins et accroître la sécurité de notre peuple. Par ailleurs, l'appétit des multinationales du pétrole et du gaz pour nos ressources fossiles déjà identifiées appelle les patriotes sénégalais à se rassembler le plus largement possible aux fins de préserver la cohésion et la stabilité du pays. Dans cette optique, le positionnement des entrepreneurs nationaux qui ont déjà pris les devants en se regroupant pour créer le club des investisseurs devrait être un moyen stratégique de renforcement de notre souveraineté sur l'économie nationale. Ce regroupement est conforme aux recommandations que le président Macky Sall avait faites lors du Conseil présidentiel sur l'investissement du 1er juillet 2015 pour que les entrepreneurs sénégalais soient en mesure d'être mieux accompagnés par l'État et puissent accéder aux grands marchés nationaux de la sous-région et de la sous-région. Il se trouve que c'est dans cette veine que les entreprises d'assurance du pays se sont regroupées pour mieux occuper un créneau porteur permettant de capter les ressources importantes que vont générer les activités pétrolières et gazières du Sénégal, qui, d'importateur net de produits pétroliers, va devenir exportateur net, faisant évoluer sa balance commerciale de déficitaire à excédentaire. De même, des industriels du secteur formel de notre économie, du moins ceux faisant partie des plus grandes entreprises, avec un chiffre d'affaires d'au moins 2 milliards de francs CFA,
ont mis sur pied un syndicat des industriels sénégalais en vue d'atteindre 2 objectifs publiquement déclarés en conférence de presse. D'abord, la promotion du consommé local. Ensuite, la levée des problèmes de change pour ce qui est de leurs exportations. Le premier objectif a trait à la concurrence qu'ils jugent déloyale des produits étrangers dans le marché local, une concurrence que les APE vont accentuer. Le second est relatif à la compétitivité de leur exportation dans la CEDEAO et dans le reste de l'Union africaine hors zone franc, notamment du fait de l'avènement de la zone économique de libre-échange continentale, ZELIC. Il convient ainsi de noter que depuis le début de la controverse sur les APE et le CFA, c'est bien la première fois que des industriels sénégalais, parmi les plus puissants, s'organisent tout comme leurs homologues du Nigeria, prenant ouvertement position contre les APE et le CFA et pour la maîtrise du marché local, au fin de mieux se positionner dans la conquête du marché de la CEDEAO et du reste du continent. Les organisations de la société civile et les partis de gauche, dont le PIT, qui portaient jusqu'ici ce débat auprès des chefs d'État sans succès, peuvent se réjouir d'avoir, pour ainsi dire, balisé le terrain aux entrepreneurs nationaux, les amenant à s'impliquer pour prendre leur destin en main. Sous un autre rapport, l'impact économique du pétrole et du gaz devrait se refléter par une redynamisation de l'agriculture du Sénégal, du fait de la réduction des coûts de l'énergie nécessaire à sa modernisation. Une situation qui risque d'accentuer la pression sur la demande des terres cultivables et va servir de nouveau prétexte aux velléités de privatisation des terres relevant du domaine national. Cette recherche de privatisation va dans le sens des intérêts des plus grosses exploitations agricoles, soit de 46,8% des ménages qui ont plus de 15 hectares et plus précisément des 24,8% d'entre eux qui disposent de plus de 20 hectares. Il faut à cet égard se féliciter du fait que le président de la République, Macky Sall, n'ait pas été sourd aux résistances des populations qui tiennent à préserver leur droit d'usage à durée indéterminée des terres de leur collectivité locale. Un droit qu'elles ont historiquement acquis depuis 1964 et dont les tentatives de sabordement ont permis de réduire les petites exploitations paysannes à des ménages de moins de 5 hectares, soit 46,9% des ménages agricoles, et à des ménages sans terre dont la proportion est passée de 20,9% en 1998-99 sous Abdou Diouf, à 24,6% en 2006, puis à 33,2% en 2011 sous Wade. Cette ruine des petites exploitations produisant des ménages sans terre n'est rien d'autre que la résultante des tentatives de politique de privatisation des terres à travers le désengagement de l'État du crédit agricole subventionné. Un État qui a alors opté d'instituer la vente au comptant à prix subventionné des semences, engrais et matériel agricole, tout en encourageant le rush vers l'accaparement des terres occasionné par la Guana, et ceci dès 2008. Jusqu'ici, le président Macky Sall et son gouvernement ont réussi à stopper ce rush et même à restituer certaines acquisitions aux populations concernées. En effet, face à l'équilibre des rapports de force entre grandes exploitations agricoles, 46,8% des ménages, et petites, 46,9% des ménages, le président Macky Sall et son gouvernement ont su résister à la pression en faveur de la privatisation des terres, et ceci contre la volonté de la Banque mondiale, de l'USAID, de l'AFD, de l'Union européenne
et des monarchies pétrolières du Golfe avides des terres agricoles. Aussi ont été remises dans les tiroirs les propositions de la Commission nationale de réforme foncière allant dans le sens de la privatisation du domaine national par le biais de l'institution d'un sous-bail recommandé par la Banque mondiale et l'USAID. Des propositions qui, si elles avaient abouti, auraient permis aux communes d'octroyer des droits réels privés sur les terres qui seraient affectées à l'agrobusiness. Il s'agit donc, en faisant du président sortant notre candidat, non seulement de soutenir cette politique du président Macky Sall dans le domaine foncier rural, mais aussi de l'encourager en renversant les rapports de force dans l'opinion nationale en faveur des petits producteurs, à rejeter toute perspective de privatisation des terres du domaine national, d'accroître l'autonomie de gestion de celles-ci par les collectivités territoriales en supprimant le contrôle a priori de l'administration territoriale sur leur délibération en matière domaniale, tout en faisant prendre par le ministre de l'Intérieur l'arrêté prévu dans le domaine général des collectivités territoriales en son article 83 pour définir en concertation avec les organisations rurales concernées les modalités de fonctionnement des comités consultatifs de village ou de quartier pour un meilleur contrôle citoyen sur ces délibérations. À la vérité, rien que pour relever ces défis nouveaux, notre choix porté sur le candidat Macky Sall se justifie amplement. Mais s'ajoute à ces motivations le bilan économique et social du mandat en cours. Un bilan qui insiste à l'optimisme et la confiance en un avenir de progrès, de justice sociale, de stabilité, de paix civile pour notre peuple et ceux de la sous-région. Grand 2. Bilan économique et social du mandat en cours du président Macky Sall. La politique économique et sociale du président Macky Sall, arrivé au pouvoir en mars 2012, est résolument orientée, et ceci dès 2013, vers une baisse de la fiscalité sur les salaires et une augmentation de la fiscalité sur le capital qui passe de 25% à 30%. Ce qui a permis, en dépit des récriminations du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, au plan émergent, d'épouser une trajectoire de croissance forte de 4,3% en 2014, 6,4% en 2015, 6,2% en 2016 et 6,8% en 2017. Soit 3 années successives de maintien de performance au-dessus de 6%, dans un pays où le taux de croissance démographique est estimé à 2,3%. Et même sans pétrole et gaz, le Sénégal devrait atteindre en 2018 un taux de croissance de 7%. Dans le même temps, sa politique budgétaire efficiente a nué avec une tendance lourde à la baisse continue du déficit budgétaire. Celui-ci, de 6,7% en 2011 sous Wade, est en effet passé à 5,9% en 2012, puis à 4% en 2013 pour arriver à 3,7% en 2017, puis à 3,5% en 2018, progressant résolument vers l'objectif de 3%. Au même moment, la stratégie de reprofilage de l'endettement du Sénégal privilégie les obligations moins coûteuses et à plus long terme aux bons de trésor, faisant que le pays reste un pays à faible risque de surendettement de l'avis même du FMI et de la Banque mondiale. Ces réussites macroéconomiques ont été accompagnées par un accroissement remarquable de la souveraineté budgétaire du Sénégal qui, comme on le sait, est à la base de toute souveraineté économique.
C'est ainsi que le ratio des dépenses sur ressources internes dans l'investissement public est passé de 28% en 2000 à 58% en 2016 pour atteindre 64% en 2017. Notre pays est donc, durant le mandat en cours du président Macky Sall, dans la trajectoire de recouvrement de sa souveraineté économique, un objectif préconisé par les conclusions des Assises nationales de 2008. Avec nos nouvelles ressources en pétrole et gaz, il ne s'agit donc ni plus ni moins, en faisant du président Macky Sall notre candidat, que de contribuer à consolider cette trajectoire pour parachever cet objectif majeur de souveraineté économique préconisé par les conclusions des Assises nationales de 2008. D'autant que ces performances n'auraient pas été réalisables sans une politique vigoureuse de réduction du train de vie de l'État, dont les dépenses matérielles sont passées de 12% du PIB en 2011 à 7,5% en 2018. Ajoutons que la reprise d'une croissance forte à plus de 6% dans la période a permis de relancer la création d'emplois dans le secteur formel avec un taux de croissance 7,9% en 2017 et de 9,5% entre juin 2017 et juin 2018. Alors qu'en 2011, sous Wade, avec un taux de croissance du PIB de 2,3%, l'emploi s'était effondré par rapport à 2010 à un taux de moins de 2,3%. Cerise sur le gâteau. L'embellie dans l'emploi du secteur formel s'est accompagnée d'une redistribution de la croissance en faveur du travail au détriment du capital. C'est ainsi qu'en 2015, la part du travail dans la valeur ajoutée du secteur formel a été de 50,5% contre 40,2% pour le capital. En 2016, celle du travail a été de 47,5% contre 45,6% pour le capital. Alors que sous Wade en 2011, la part du travail ne représentait que 46,6% contre 47,6% en faveur du capital. Par ailleurs, et comme on le sait, diverses mesures économiques et sociales en faveur de l'emploi salarié et des travailleurs ont été prises. Parmi celles-ci, on peut citer l'adoption d'un pacte national de stabilité sociale et d'émergence économique, PNSSEE, pour 5 ans renouvelables. Le relèvement d'entreprises mises à mort sous Wade, Jean Lefebvre, ICS, SAR, etc. La renationalisation d'entreprises bradées sous Wade, Transrail, Senior, qui est devenu Sonacos. L'adoption de conventions collectives pour les personnels de gardiennage et du nettoiement. L'insertion dans le Code du travail de mesures de lutte contre la précarisation du travail pour un travail décent en faveur des stagiaires et des apprentis, main-d'œuvre qui était taillable et corvéable à bas salaire, sans aucun droit social, par un patronat en quête de gain de compétitivité à travers un dumping social. Le relèvement de l'âge de la retraite de 55 ans à 60 ans dans le secteur privé, à la demande des syndicats de travailleurs. La couverture sociale des travailleurs de l'économie informelle. La création de la Caisse autonome de protection sociale universelle, CAPSU, dotée de 10 milliards. La hausse de 40% des pensions de retraite et sur leur mensualisation entre 2013 et 2016. Le relèvement du minimum de la pension de retraite à 35 000 à partir de janvier 2018. À ces mesures en faveur des travailleurs s'ajoute une baisse des loyers conformément aux revendications des centrales syndicales de 29% pour les loyers inférieurs à 150 000 francs CFA, 14% pour ceux compris entre 150 000 et 500 000, 4% pour ceux de plus de 500 000 francs CFA. Une baisse qui devrait faire économiser aux locataires 122 milliards de francs CFA par an et suscita une levée de bouclier quasi générale des agences immobilières privées et des bailleurs individuels. Malheureusement, face à la résistance des bailleurs,
les centrales syndicales n'ont pas mobilisé leurs troupes et l'opinion pour l'application de la loi qu'elles ont pourtant décrochée de haute lutte. Bien au contraire, elles se sont alignées derrière leur détachement d'enseignants en lutte pour obtenir de l'État des indemnités substantielles de logement, contribuant ainsi à la pression de la demande en location, ce qui a agi contre la baisse des loyers. En ce qui les concerne, les organisations de défense des consommateurs se sont illustrées, pour dire le moins, par leur absence dans la lutte pour l'application de la loi sur la baisse des loyers. Un ensemble de facteurs ayant en définitive contribué à rendre cette mesure pourtant hautement sociale, contre-productive, car transformée en arme entre les mains des bailleurs. Pour augmenter les loyers avec la complicité d'agents de l'administration, pourtant chargés de veiller au respect des dispositions de la loi. Le président Macky Sall, candidat à la présidentielle de 2019, devrait redonner aux centrales syndicales et aux organisations consuméristes une nouvelle opportunité pour assumer leurs responsabilités pour le respect des dispositions de la loi sur la baisse des loyers décrochée de haute lutte. Sous un autre rapport, le maintien ou la réduction des prix des hydrocarbures, essence, gasoil, gaz, pétrole, essence, pirogue, en dépit du passage du prix du baril de 33 à 79 $, la baisse et ou le blocage des prix de denrées de premier nécessaire, riz, huile, sucre, la baisse du prix de l'électricité de 10%, soit un appui de 30 milliards de francs CFA aux consommateurs depuis 2017. La hausse du prix producteur de l'arachide de 190 francs CFA à 210 francs CFA. Toutes ces options ont amplement participé à la défense du pouvoir d'achat des travailleurs, à celui des populations en général. Mais comme tous le savent, les mesures sociales les plus emblématiques du mandat en cours du président Macky Sall sont celles visant à lutter contre la fracture sociale par l'institution de bourses familiales et de la couverture maladie universelle et contre la fracture territoriale par la mise en œuvre du PUDC et du PUMA. Le renforcement de ces programmes de lutte contre l'exclusion dont souffrent nombre de nos compatriotes que le président Macky Sall, candidat à sa propre succession, a mis au centre de ses préoccupations pour un second mandat, milite en faveur de la confirmation du choix opéré par nos instances précédentes. D'autant plus que ces réalisations du président Macky Sall, en cohérence avec les conclusions des Assises nationales de 2008, ont été opérées dans le cadre de grandes avancées dans l'édification d'une république démocratique, laïque et citoyenne, pour un état de droit, toujours dans la trajectoire des conclusions des Assises nationales. 3. Le bilan politique. Le président Macky Sall a été porté au pouvoir en mars 2012 par une coalition de forces politiques, sociales et de la société civile ayant transformé la coalition Benno Siggil Sénégal en Benno Bokk Yakaar. Benno Bokk Yakaar est donc l'héritière des forces patriotiques qui ont organisé les Assises nationales en 2008 et porté Benno Siggil Sénégal comme bras politique pour la réalisation des conclusions auxquelles elles étaient parvenues. Pour rappel, les critères d'adhésion à Benno Siggil Sénégal étaient l'adoption de la charte de bonne gouvernance et des conclusions des Assises nationales qui balisaient la voie à l'édification d'une république démocratique, laïque et citoyenne pour construire un état de droit. Il n'est pas inutile de garder à l'esprit que la composition politique et sociale de Benno Siggil Sénégal procède d'un large rassemblement national de forces patriotiques relevant du marxisme, LD-PIT, de la social-démocratie, PS-AFP, du socialisme autogestionnaire du président Dia
du nationalisme panafricain de gauche, RND, UDF Mbolomi, du patronat, CNES et UNACOA, d'organisations de la société civile, CONGAT, Forum Civil, CNCR, ONDH, d'organisations de jeunes, de femmes d'horizons divers, de personnalités à la retraite, des forces de défense et de sécurité, du milieu religieux. A posteriori, on réalise que la diversité des forces qui ont organisé les assises nationales ne pouvait pas permettre une seule et même lecture de ces conclusions. Des conclusions dont le caractère largement consensuel a été rarement connu des Sénégalais. C'est cette diversité qui exploite en partie les difficultés de Benno Siggil Sénégal et du Comité national de pilotage des assises nationales pour mettre au point un projet consensuel de réforme des institutions conforme à la charte de bonne gouvernance et aux conclusions des assises nationales. C'est du reste avec ce désaccord que Benno Siggil Sénégal est allé à la présidentielle de 2012 en rang dispersé avec 3 candidats principaux, Moustapha Niasse, Ousmane Tanor Dieng et Macky Sall, ayant chacun sa vision particulière de la réforme des institutions. C'est donc à l'issue du premier tour de février 2012 que Benno Bokk Yakaar fut mis en place autour du candidat Macky Sall qui faisait face au second tour au candidat sortant Abdoulaye Wade pour donner une chance à la mise en œuvre de la charte de bonne gouvernance et des conclusions des assises nationales. La victoire du candidat Macky Sall au second tour en mars 2012 a permis la formation d'un gouvernement de coalition de large ouverture avec la participation de membres issus du soutien de la candidature de Niasse, de Tanor, de Idrissa Seck et des personnalités de la société civile, à côté des soutiens du président élu Macky Sall, conformément à son slogan « Gagner ensemble et gouverner ensemble ». Il n'y a donc rien d'étonnant de voir ressurgir les divergences dans la compréhension des réformes institutionnelles entre certains membres de Benno Bokk Yakaar, notamment le président Macky Sall, de Rewmi et du CNP des Assises nationales. Ces divergences qui n'ont pas paralysé l'action gouvernementale, même si Rewmi a décidé de quitter le gouvernement. Pas plus que ne l'ont fait les départs du Premier ministre Abdou Mbaye et du ministre des Finances Amadou Kane, issus tous de la société civile, ou le mécontentement grandissant des compagnons du président de la République pour qui les alliés du second tour occupaient des places indues leur revenant de droit. Rien n'a pu, en définitive, ébranler la base politique du nouveau régime que constitue Benno Bokk Yakaar, dont les principales composantes sont issues de Benno Siggil Sénégal. C'est du reste du côté de ce socle qu'il faut aller chercher la justification de la décision du président Macky Sall de confier au président des Assises nationales, Amadou Matar Mbow, la présidence de la Commission nationale de réforme des institutions qu'il venait d'instituer. Il n'est pas inutile à ce niveau d'indiquer que le projet de réforme que la CNRI a soumis au président de la République diffère en des points cruciaux avec ce qui était prévu dans les conclusions des assises nationales. En effet, si les conclusions prévoyaient que le président de la République ne définissait plus la politique de la nation, ni ne nommait un premier ministre de son choix, le projet de réforme le reconduisait dans ses prérogatives en aménageant une exception en cas de non-concordance entre la majorité présidentielle et celle parlementaire. De même, le cumul des fonctions de président de la République et celle de chef de parti était proscrit dans les conclusions, alors que le projet de réforme introduisait une dérogation pour le premier mandat. En outre, en proposant une haute autorité de régulation de la démocratie, les conclusions excluaient le ministère de l'Intérieur de l'organisation matérielle des élections, alors que le projet de réforme, en limitant les prérogatives de cette nouvelle institution en matière électorale à celles qu'exerce actuellement la Sénat,
maintient le ministère de l'Intérieur dans ses prérogatives électorales. Curieusement, la plupart de ceux qui accusent le président Macky Sall de n'avoir pas changé les dispositions des institutions État de Wade crient sur tous les toits leur adhésion au projet de réforme de la CNRI. Au PIT, c'est parce que notre adhésion au projet de réforme n'est pas de façade que nous nous abstenons de critiquer le président Macky Sall sur ces questions, étant convaincus depuis longtemps que la CNRI a tenu compte de la nécessité d'aménager une transition avant d'arriver pleinement aux objectifs institutionnels retenus dans les conclusions. À la vérité, cette transition institutionnelle n'a pu se matérialiser vu l'état des rapports de force qui ont prévalu durant le mandat en cours, des rapports de force qui n'ont permis que l'adoption d'une nouvelle constitution qui jette des jalons vers la réforme proposée par la CNRI. Et c'est bien pour consolider les acquis institutionnels et s'orienter vers le parachèvement de cette réforme qu'il est impératif de se réunir dans Benno Bokk Yakaar autour du candidat Macky Sall pour contribuer à asseoir les rapports de force nécessaires à cet effet. En attendant, les contradictions non encore surmontées entre l'exécutif et les magistrats à propos de la réforme du pouvoir judiciaire sont largement exploitées par l'opposition pour mettre en cause les avancées réelles dans l'édification d'un état de droit réalisé durant le mandat en cours du président Macky Sall. Des contradictions sur lesquelles l'opposition fonde ses accusations d'instrumentalisation du pouvoir judiciaire par l'exécutif aux fins d'élimination d'opposants gênants, dans un contexte où paradoxalement les magistrats sont mobilisés pour défendre et assumer leur indépendance. Pourtant, dans la réforme en cours du pouvoir judiciaire, la prise en main par les magistrats de leur dessein dans le cadre de leur organisation Union des magistrats du Sénégal atteste que le processus de maturation de cette réforme est en bonne voie. À cet égard, les concertations en cours entre l'exécutif et l'Union des magistrats du Sénégal sur les points encore litigieux de la réforme du pouvoir judiciaire donnent espoir que cette réforme va aboutir pour améliorer l'équilibre, toujours recherché, mais jamais définitivement acquis entre les pouvoirs, comme en témoignent aux États-Unis les relations heurtées entre le pouvoir judiciaire et le président Trump. Au Sénégal, la tentative de l'opposition de politiser les affaires judiciaires dans lesquelles les dirigeants politiques sont impliqués, en surfant sur les contradictions actuelles entre les magistrats et l'exécutif, vise à faire perdre de vue à l'opinion la portée révolutionnaire de la réactivation de la Cour de répression de l'enrichissement illicite, de la création de l'OFNAC, l'accroissement des compétences de la Cour des comptes et l'institution de la déclaration de patrimoine, autant d'éléments de rupture pour instaurer une culture de reddition des comptes et de la lutte contre la corruption. La reddition des comptes et la lutte contre la corruption participent à l'évidence des fondements de l'état de droit que les conclusions des assises nationales ont fortement recommandé. Il s'agit aussi d'un moyen essentiel de consolidation du processus en cours depuis mars 2012, d'éradication des mécanismes de production et de reproduction de la bourgeoisie bureaucratique ayant essaimé sous le pouvoir des socialistes et des libéraux avec la première alternance. Cette bourgeoisie bureaucratique s'est constituée en usant du pouvoir d'État à des fins d'accumulation de capital et de richesse par les surfacturations des marchés publics, le détournement des deniers et patrimoines de l'État, la spéculation foncière et immobilière, la corruption. Ce sont de telles pratiques qui ont fait tomber Karim Wade et Khalifa Sall que l'opposition veut masquer derrière un prétendu règlement de compte politique, en présentant ces personnalités comme victimes d'acharnement politique, avec l'objectif inavoué d'accorder aux dirigeants politiques une immunité judiciaire qui leur assurerait une immunité totale. Ce qui est à l'exact opposé des exigences d'un état de droit pour lequel prétend paradoxalement militer l'actuelle opposition dans notre pays. Aussi est-il devenu absolument nécessaire pour combattre sans concession cette opposition
de maintenir le président Macky Sall à la tête de l'État aux fins de poursuivre le processus d'édification du Sénégal en république démocratique, laïque et citoyenne, en un mot, en un véritable état de droit. 4. Conclusion. Pour autant, il n'y a point à s'en cacher. Le président Sall, son gouvernement, sa coalition sont fort loin d'avoir réalisé un score de 100%. Il existe encore, les concernant, des attentes fortes non assouvies. Il est possible parfois à justice de trouver à redire sur leur choix, sur leur conduite des affaires publiques. Il leur faut par exemple prouver mieux qu'ils ne l'ont fait jusque-là que l'instauration de l'exigence de reddition des comptes de gestion vertueuse des affaires publiques concerne tous les Sénégalais, et ceci quel que soit leur bord politique. La posture d'écoute qui est la leur gagnerait à être renforcée, concrètement davantage de dispositions à dialoguer, à prendre en compte le point de vue de l'opposition en dépit de l'infantilisme et de la mauvaise foi de certains des segments de celle-là, ne pourrait qu'être bénéfique. Dans ce cadre, c'est la communication globale du camp de Benno qui a à reprendre pour, avec le peuple sénégalais, s'accorder sur l'essentiel, en faire une priorité, empêcher dans ces domaines toute entrave ou une quelconque gêne. Ainsi, l'école et l'université sénégalaise pourraient-elles être refondées. De même, la renaissance du rail, la bataille pour la création d'emplois décents, pour les jeunes notamment, ou encore la régularisation de l'usage de l'argent dans la vie politique nationale, seraient débattues et traitées avec toute la rigueur et l'esprit de suite nécessaire. Pour qu'il en soit ainsi, Benno Bokk Yakaar devrait améliorer sa vie de coalition. Elle ne doit pas se réduire à une entente entre états-majors ou ne se réveiller qu'à la veille d'échéance électorale. Elle doit au quotidien et sur toute l'étendue du territoire national s'attaquer à la résolution des problèmes que rencontrent les Sénégalais avec méthode et opiniâtreté. Au total, les évolutions récentes enregistrées au Sénégal au plan économique et social devraient amener les organisations syndicales de travailleurs à renforcer leur unité dans le cadre de leur centrale aux fins d'imposer le respect des dispositions du travail, de la sécurité sociale, dans les entreprises notamment, la liberté syndicale, le travail décent, le paiement effectif des cotisations à l'IPRES, à la caisse de sécurité sociale, aux IPM et pour le paiement intégral des arriérés dus par l'État aux structures de santé. De même, il est du devoir des organisations syndicales, en rapport avec les organisations de défense des consommateurs, de prendre de concert la défense du pouvoir d'achat des travailleurs, celui des populations en général, tout en exigeant des produits sains et de qualité dans le marché local. Pour dire qu'avec la fin du mandat en cours du président de Benno Bokk Yakaar, des perspectives électorales de la présidentielle de 2019, les conditions subjectives sont en train d'être réunies pour relever le défi d'un Sénégal économiquement plus souverain, plus prospère, plus solidaire et plus démocratique, conformément aux conclusions des Assises nationales de 2008. D'ailleurs, et tout bien considéré, un tel défi a d'ores et déjà commencé à être pris en charge par notre candidat, comme en témoignent les concertations auxquelles il s'est livré durant son présent mandat aux différents protagonistes du champ social. Autant de raisons légitimant notre choix de faire du président de Benno Bokk Yakaar le candidat du PIT Sénégal à la présidentielle de 2019. Nous voulons donner au parti les moyens de la participation avec ses partenaires de la coalition au relèvement efficace dans la paix civile et la stabilité des défis de la monnaie commune de la CEDEAO en 2020 et des autres défis du millénaire auxquels notre peuple, comme l'ensemble des autres peuples, doit impérativement faire face. Ces redoutables défis du millénaire ont pour nom emploi des jeunes, émigration clandestine, insécurité, dégradation de l'environnement, guerre économique imposée par les États-Unis au reste du monde. Des défis du millénaire qui confortent le PIT Sénégal
dans sa stratégie de large rassemblement, transcendant le clivage gauche-droite, pour donner au peuple sénégalais tous les atouts pour s'en sortir davantage indépendant et plus prospère dans la paix, la stabilité, en conservant sa légendaire convivialité. D'autres parviennent à la grandeur. Yow nak, Prési, c'est la grandeur qui s'est imposée en vous. Le président né après l'indépendance, ànd ak sunu jamono. Askan wi la wóolu, Sall jox la réew mi, waaye taxul benn yoon nga rëddu fi rëddu cuune. mag ni sa tur sa plan PSE bi sunu ko wàccul jàkkaarloog ndam jaxran. Ce qui vaut la peine n'est jamais facile. Si on veut changer le monde, c'est chez soi qu'on doit le faire. wéeruloo sa ileer benn yoon ci waaru Sénégal, sa parcours confirme na sa compétence. Afrique, Amérique, Asie, Océanie, fépp ba Europe ñëpp d'accord nañu ne wiiri woo tëb palanteer si yoon nga ko teg. maire si sa gox, DG, ministre, premier ministre, président assemblée nationale ba président de la République du Sénégal, lii moo neex Yàlla. Égalité des chances ku doon laaj faali ngoya ngi nii. Seule la foi est capable de soulever une montagne, et on sait que vous en êtes capable. Sall Ngari Lamtooro Buuru Gédé am buuru Sénégal, né au Sénégal, grandi au Sénégal, évident que vous êtes un vrai produit du terroir. Kenn gënu laa xam góomi réew mi. Néewuloo yàcc na yasa. Votre cœur brûle de compassion et de courage, voué à servir votre patrie. Mais dommage que ce cœur d'ici-bas, tout le monde ne le voit pas du même œil. Lu nekk dinga ko dégg nag. Si par ma voix et celle de Madame Marième Faye Sall, qui appelle à servir le Sénégal, nous pouvions vous amener à refuser le mensonge, le gâchis, la corruption et à œuvrer pour notre pays. Si nous pouvions être l'étincelle qui donnera envie de travailler dur et de trouver en nous la force nécessaire pour rendre sa fierté et sa gloire à la mère patrie, Sénégal, pays de la Teranga. Alors, sans doute,
le pays sera émergent. Mané, tout Sénégalais peut être patriote, mesdames et messieurs. Mais tout patriote n'est pas destiné à diriger le Sénégal.